Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de modifications qui va être fait par Amundi concernant son offre d'ETF. Si vous vous y êtes un petit peu intéressé ou si vous possédez des ETF d'Amundi et que vous gardez un œil sur votre compte, vous avez sans doute vu une communication de ce côté-là. Et si vous vous intéressez aux ETF, vous avez peut-être entendu parler de ça. En fait, ce qui va se passer, c'est relativement simple. À partir de fin septembre, il me semble que c'est le 29 septembre, Amundi va modifier certains de ses ETF. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire deux choses. Déjà, ça veut dire que les frais des ETF ciblés vont être modifiés et surtout, l'indice de référence qui est suivi par l'ETF va être aussi modifié. Alors, quels sont les ETF concernés? Il y a trois ETF d'Amundi importants qui sont concernés. Le plus important, c'est l'ETF qui avait pour habitude de traquer le S&P 500 donc aux États-Unis, mais ça concerne aussi l'ETF qui traquait le Nasdaq 100, donc tout ce qui est entreprise tech, et aussi le MSCI qui suivait tout ce qui était emerging market, donc notamment tout ce qui est Asie, Amérique du Sud, ce type de marché émergent. Alors, pourquoi Amundi change comme ça son offre? Il y a plusieurs raisons, mais la raison principale, c'est un engagement qui a été fait de la part de la société. Ils souhaitent avoir d'ici 2025 40% de leurs encours, c'est-à-dire des actifs qu'ils détiennent au nom de leurs clients, qui soient des actifs qui correspondent aux critères ESG. Alors ça veut dire quoi les critères ESG? ESG, c'est tout ce qui est lié à l'environnement, ce qui est lié au social et ce qui est lié à la gouvernance. ESG, environnement, social, gouvernance. Alors, tout ce qui est environnement, on le connaît, hein, c'est tout ce qui est lié aux émissions de gaz à effet de serre, ce qui est lié aux impacts du changement climatique notamment. Mais ensuite, il y a aussi notamment tout ce qui est social, donc comment les travailleurs sont traités, est-ce qu'il y a effectivement des organisations syndicales qui sont écoutées, ce genre de choses. Et il y a toute la partie gouvernance, là aussi, c'est s'assurer qu'il y a une structure qui permet un dialogue social au sein de l'entreprise et que les décisions sont prises de manière collégiale et équitable. Et donc ces trois critères, en fait, il y a des organismes qui regardent chaque entreprise et qui donnent des notes ESG aux entreprises pour dire, bah voilà, vous êtes un bon élève, vous êtes un mauvais élève. Et l'idée de Amundi, c'est de dire, bah, nous, on veut mettre en avant les bons élèves, et donc on va avoir au minimum 40% de nos actifs qui seront tamponnés ESG+, donc ESG positif. Alors concrètement, ça veut dire quoi ESG+? Ça veut dire que dans ce cas précis, ils vont exclure toutes les activités, toutes les entreprises qui, dans l'indice de départ, font partie du plus mauvais quartile. C'est-à-dire qu'on regarde dans un secteur donné, parce qu'on compare par secteur, parce qu'il y a des secteurs qui sont intrinsèquement plus polluants que d'autres, c'est pas de leur faute, donc on compare aux concurrents pour comparer ce qui est comparable, et on regarde les 25% des entreprises les plus mauvaises élèves, et on les exclut en disant bah, vous n'avez pas fait le nécessaire pour faire votre activité de manière responsable, donc on vous exclut de, ce, de cet ETF. Une fois que ça s'est fait, il faut comprendre qu'il y a aussi beaucoup d'autres entreprises qui sont exclues par principe. Et là, c'est vraiment des secteurs entiers qui sont exclus. Notamment tout ce qui est lié au tabac, tout ce qui est lié aux armes de manière générale, tout ce qui est lié à la production d'énergie thermique, et tout ce qui est lié notamment à la production d'énergie, même pour ce qui est nucléaire par exemple. Donc là, typiquement, il y a un vrai débat, c'est-à-dire qu'on voit bien que tout n'est pas noir ni blanc. La question du nucléaire, elle est très difficile à mesurer, mais ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue changement climatique, ça paraît pas être la solution énergétique la plus absurde, et pourtant, elle est exclue de facto. Donc paradoxalement, dans un ETF qui va pas être ESG, bah, vous allez investir dans le nucléaire, alors que dans un ETF qui va être ESG, vous allez être exclu du nucléaire. Ce qui potentiellement peut sembler un paradoxe. Donc, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'investisseur une fois qu'on fait ça? Alors, il n'y a que quelques solutions finalement. La première solution, c'est de ne rien faire. Si vous ne faites rien, qu'est-ce qui va se passer? Votre ETF, bah, il va tout simplement, sa valeur va rester stable, mais ensuite, son évolution au cours du temps va suivre un nouvel indice. Le problème, c'est que ce nouvel indice ESG, comme on l'a vu, en gros, c'est l'ancien indice moins
des entreprises qui ne sont pas responsables et des entreprises qui travaillent dans des domaines qui ont été considérés comme pas responsables en général. Donc concrètement, c'est le même indice moins beaucoup d'entreprises. Dans le cas du Nasdaq 100, concrètement, il ne reste plus que 60 entreprises. Dans le cas du S&P 500, il en reste plus que pas loin de 300. Donc en fait, en excluant des entreprises, bah, automatiquement, on réduit la diversification. Et donc, on réduit l'intérêt premier des ETF, c'est d'avoir une répartition équitable et diversifiée qui permet d'avoir un ratio rendement-risque qui est le plus optimal possible. Ça ne veut pas dire que le nouvel ETF ne va pas mieux performer que l'ancien. Mais par contre, ce que ça veut dire, c'est qu'il va avoir un ratio rendement-risque qui va être moindre. Et donc, effectivement, il pourra surperformer sur une période plus ou moins longue, mais ce sera au prix d'une volatilité, c'est-à-dire de variation du cours beaucoup plus importante. Puisque bah, forcément, il y a moins d'entreprises, donc il y a moins de stabilité. Donc ça, c'est un vrai problème effectivement pour les investisseurs parce que finalement, ils ont investi dans un produit A et ils se retrouvent avec un produit B sans qu'on leur demande vraiment leur avis. Donc effectivement, le premier choix, c'est de ne rien faire et de dire bon bah on fait avec. Après tout, c'est l'ordre des choses. Beaucoup d'ETF vont peut-être passer en ESG, on en reparlera plus tard. L'option numéro 2, c'est de dire tout simplement, vous pouvez dès maintenant aller sur votre courtier et vendre vos ETF S&P 500 Amundi tant qu'ils sont encore S&P 500 parce qu'on n'est pas encore fin septembre et racheter des ETF d'autres émetteurs, typiquement des ETF de Lyxor, des ETF de BlackRock, des ETF de iShares, qui suivent le même cours et qui n'ont pas pris cette décision, parce que là c'est vraiment une décision d'Amundi. Le problème, c'est qu'en faisant ça, vous allez vous exposer aux frais de transaction. C'est-à-dire que quand vous allez vendre, vous allez probablement payer quelque chose comme 0,5% de frais de transaction à peu de choses près. Et quand vous allez racheter le même ETF à la même quantité, vous allez de nouveau payer 0,5% de frais. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vraiment en une heure de temps, vous allez payer 1% sur l'ensemble de votre capital qui concernait cet ETF. Alors, si vous avez 1000 euros, bon, bah, ça vous coûte 10 euros. Par contre, si vous avez 100 000 euros, ça vous coûte 1000 euros. Sachant que l'objectif de ces frais, ça serait de dire, bah voilà, au moins je suis sûr que je continue d'avoir une diversification optimale et alignée avec ma stratégie. Cependant, le problème, c'est que rien ne vous garantit, et ça c'est très important, que demain, l'Ixor ne fasse pas une déclaration similaire. Effectivement, il y a même de fortes chances, c'est difficile de prédire, mais de fortes chances que beaucoup d'émetteurs suivent le même trajet que Amundi et disent bah effectivement, nous aussi, on s'engage parce que eux aussi, ce sont des entreprises paradoxalement cotées en bourse et elles aussi, ce sont des entreprises qui, pour être notées ESG+, ont besoin de modifier leur stratégie, notamment en s'engageant à avoir plus d'actifs ESG+. Et donc, la stratégie la plus efficace pour atteindre ces objectifs, bah, c'est tout simplement de changer le produit des investisseurs et de dire ok, vous aviez du S&P 500, bah maintenant vous aurez du S&P 500 ESG+. Voilà. Donc le risque effectivement de vendre pour racheter d'un autre émetteur, c'est de se retrouver avec peut-être une semaine plus tard, un mois plus tard, 2 ans plus tard, cet émetteur qui fait la même décision que Amundi, mais avec seulement un petit décalage dans le temps. Et au final, bah, vous vous retrouverez avec le même produit, mais vous aurez payé a priori quelque chose comme 1% de frais de transaction pour rien. Donc là, effectivement, il y a un vrai risque si on essaye vraiment de s'accrocher au S&P 500 tel qu'on l'a connu. Néanmoins, il faut aussi comprendre que ça peut avoir du sens. C'est-à-dire qu'il y a aussi des critiques qui disent que de toute manière, tous les ETF vont finir par être ESG et de manière générale, ces ETF tendent à surperformer le marché classique, puisque la logique serait que, bah oui, effectivement, le marché des énergies fossiles, il tente à décroître à cause des contraintes physiques, alors que par exemple, le marché des énergies renouvelables va sans doute connaître un essor important. Sauf que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si cette supposition est vraie, ce qui n'est pas vrai à 100%, mais ce qui est très probable, c'est pas parce que le marché en général des énergies renouvelables va être 10 fois plus rentable dans les années qui viennent que celui de fossiles, que la rentabilité des entreprises qui opèrent sur ce marché va être plus importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas parce que le gâteau est plus important que nécessairement les investisseurs vont avoir une part plus importante.
tout dépend de la division du gâteau. Et concrètement, le nombre de parts du gâteau, il dépend du nombre d'entreprises qui travaillent sur ce marché. Et là, typiquement, c'est l'effet inverse qui se passe. C'est-à-dire que typiquement, dans les énergies fossiles, bah, il n'y a quasiment pas de compétitivité parce que il n'y a aucune entreprise, aucune start-up qui se dit ah bah moi je vais lever des fonds pour aller creuser des puits de pétrole et les revendre pour raffiner le pétrole et les revendre en essence. C'est ça, personne va investir dans un projet comme ça parce qu'effectivement, on sait que le marché il est en déclin. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les acteurs qui sont actuellement sur ce marché, eh ben, ils ont un quasi-monopole et ils font ce qu'ils veulent. Même si le marché il descend de 5%, ils peuvent augmenter les prix de 20% et en attendant, ils récoltent tous les bénéfices. Et à l'inverse, le marché des énergies renouvelables, peut-être qu'il va faire x10. Sauf que si en attendant, il y a 1000 entreprises de start-up qui se partagent le gâteau, bah, en tant qu'investisseur, vous allez récolter que de maigres pourcentages de croissance. Donc, il faut bien faire la différence entre la rentabilité d'un investissement en tant qu'investisseur et la croissance d'un secteur en particulier. Et comprendre que les deux ne sont absolument pas corrélés. C'est la même chose pour la croissance. On l'a très bien vu en Chine. En Chine, concrètement, il y a eu une croissance énorme lors des 20 dernières années, et c'est pas pour autant que le marché financier chinois a été rentable. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'entreprises qui se sont partagées le gâteau de cette croissance. Et au final, quand vous investissiez dans cette entreprise, en moyenne, vous aviez des rendements plutôt médiocres, en tout cas bien moins bons que dans le vieux pays, que ce soit États-Unis ou Europe. Donc voilà pour cette vidéo qui traite des modifications des ETF concernant Amundi. Personnellement, je ne suis pas impacté parce que j'ai la chance de ne pas avoir d'ETF Amundi qui sont concernés par cette action, mais je pense que tôt ou tard, j'y serai confronté. N'hésitez pas à me dire si vous, ça vous concerne et ce que vous avez décidé de faire à l'avenir. Ciao.